cette vidéo, on va regarder le dernier exercice du TD5 qu'on n'a pas eu le temps de faire non plus. Donc je vous ai dit bonnes vacances, mais c'était un mensonge. Enfin si, je vous dis bonnes vacances quand même, bonnes vacances où on regarde des vidéos d'intégration proba, n'est-ce pas? Et donc, on va faire ce dernier exercice parce qu'il m'a semblé important aussi en fin de compte, puisqu'il parle des fonctions mesurables qui prennent un nombre fini ou dénombrable de valeurs. Et ça, on va voir que c'est en fait un autre nom pour dire les variables aléatoires discrètes ou finies. Et comme c'est quand même un sujet important, je voulais prendre le temps de faire cet exercice. Donc, cet exercice va parler de la tribu engendrée par une telle fonction. Et on nous rappelle ici, qu'est-ce que c'est la tribu engendrée par une fonction? Quand on a une fonction f entre un ensemble oméga, sans tribu, a priori, oméga c'est juste un ensemble, à valeur dans y, qui lui par contre est un ensemble mesurable. Alors en fait là je me perçois, il y a un petit souci. Pour que la définition ait un sens, il faut que ce soit pas y ici, c'est plutôt e. Je pense que M. Bourdel a fait une petite erreur. Donc ici c'est en fait, hop là, l'ensemble e avec une tribu jolie e. Donc on suppose que f elle est définie sur un ensemble, tout bête, et à valeur dans un ensemble qui lui est muni d'une tribu. Donc on ne peut pas dire si f est mesurable ou pas parce qu'on n'a pas de tribu sur l'espace de départ. Ce qu'on appelle justement la tribu engendrée par f, vous voyez c'est une notation un peu bizarre, hein. Normalement une tribu c'est engendré par une famille d'ensembles, pas par une fonction. Mais la tribu engendrée par f, c'est la plus petite tribu qui rend que si on la met sur l'espace de départ, alors f est mesurable. J'espère que c'est à peu près clair. Après, on part d'une fonction f, elle va d'un ensemble oméga qui n'a pas de tribu vers un ensemble e qui a une tribu. Donc a priori, on ne peut pas savoir si f est mesurable ou pas parce qu'il n'y a pas de tribu sur l'ensemble de départ. Et la tribu engendrée par f, c'est une tribu sur l'ensemble de départ, justement, telle que si on met cette tribu-là, f est mesurable. Si on met cette tribu-là sur oméga, f est mesurable. Et c'est la plus petite tribu qui fait ça. Si on a une autre tribu... Hop là, ça non plus, ça sert à rien. Si on a une autre tribu qui rend f mesurable, alors la tribu A est incluse dedans. Voilà. Donc c'est ça la tribu engendrée. Et du coup, l'exercice suivant, j'imagine, va en parler. Donc on considère un ensemble quelconque oméga, on est dans le même cadre que la définition juste au-dessus. Je vais remonter ça un petit peu, voilà. On a un ensemble oméga et on a une fonction définie sur cet ensemble à valeur dans R, telle que f de oméga est au plus dénombrable. Donc f de oméga, c'est un sous-ensemble dénombrable de R, c'est pas forcément n, c'est pas forcément les rationnels, je sais pas lequel c'est juste un ensemble dénombrable. Qu'est-ce que ça nous dit concrètement du coup, si on ne sait pas qui c'est? Ça nous dit qu'on peut numéroter ces éléments. Donc on peut noter ces éléments B1, B2, B3. Si l'ensemble est fini, au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Et si l'ensemble est infini, on va faire tous les entiers comme ça. Et dans les deux cas, on peut écrire cet ensemble sous la forme de B1, B2, patati patata, avec donc BI avec I appartenant à grand I, et grand I, c'est un sous-ensemble de N. Donc c'est ça que ça veut dire. Si F, c'est une application dont l'ensemble des valeurs est au plus dénombrable, fini ou dénombrable, alors ça veut dire que les valeurs que prend F, on peut les numéroter. Donc on les numérote à l'aide d'un ensemble I, qui est du coup un sous-ensemble de N, soit fini si F prend un nombre fini de valeurs, soit N tout entier, ou n'importe quel autre sous-ensemble dénombrable si F est dénombrable infini. Et on suppose qu'on les a numérotés sans compter deux fois le même truc, hein, ce serait quand même débile. On suppose que les BI sont tous différents entre eux. Donc on suppose que quand on a numéroté les éléments, les valeurs que prenait F, on n'est pas revenu en arrière pour compter deux fois le même. Voilà, c'est tout ce que ça dit ça. Ensuite, je vais poser AI pour chaque I, donc pour tout I dans grand I. AI, c'est f-1 de singleton BI, c'est-à-dire c'est l'ensemble des éléments de oméga, donc c'est un sous-ensemble de oméga, tel que f de oméga appartient à un singleton BI, c'est-à-dire tel que f de oméga égale BI. Donc remarquez ici que sur chaque AI,
La fonction f, elle est constante du coup. AI, c'est l'ensemble des points dans oméga, où f, elle est égale à bi. Donc sur AI, la fonction f, elle est constante égale à bi. Et on va noter A, enfin, l'attribut engendré par f, et le but de l'exercice, c'est de comprendre le lien entre les ensembles AI et l'attribut A. Donc par ailleurs, on note joli A, l'attribut engendré par f, dont on nous a rappelé la définition au-dessus. Du coup, joli A, c'est la plus petite tribu possible, que si je mets cette tribu-là sur oméga, f est mesurable. Voilà. Et du coup, il y a les AI d'un côté, il y a l'attribut A d'un autre côté. Et ce qu'on va montrer tout à la fin, c'est que la tribu A, elle est en fait engendrée par les ensembles AI. Donc c'est ça le but final. La première chose qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on montre que les AI, pris que les AI pour I dans grand I, donc c'est une famille finie ou dénombrable d'ensembles, il faut qu'on montre qu'en fait c'est une partition de oméga. Donc pour un moment, on oublie l'attribut sigma de f, on se concentre sur les AI, et on doit montrer qu'ils forment une partition de oméga. Alors, il faut qu'on montre que oméga, c'est l'union des AI, et après, il faut qu'on montre que les AI sont 2 à 2 disjoints. Donc déjà, tous les AI sont des sous-ensembles de oméga, donc l'union de tous les AI est incluse dans oméga. Donc la première inclusion là-dedans, elle est vraie parce que les AI sont tous des sous-ensembles de oméga. Les AI, vous vous rappelez, c'est des f-1 de BI, ce sont, on l'a vu ici, des sous-ensembles de oméga. Évidemment, c'est l'autre inclusion qui va nous intéresser. Est-ce que les AI suffisent pour recouvrir oméga tout entier? Essayons ça. Prenons un petit oméga dans oméga. Qu'est-ce qui se passe si je calcule f de oméga? Là, du coup, f de petit oméga, il appartient à f de grand oméga. Et f de grand oméga, c'est l'ensemble qu'on a numéroté, c'est l'ensemble de tous les BI. Du coup, si f de oméga, c'est un des BI, ça veut dire que il existe un I0 dans grand I, tel que f de oméga est égal à BI0. Mais f de oméga égale BI0, c'est la condition pour appartenir à AI0. Donc il existe un I0 dans I, tel que f de oméga appartient à AI0. Et bien ça c'est la définition de f de oméga. C'est la définition, pardon. Oh là là, je suis désolée. C'est oméga qui appartient à AI0 du coup ici. Donc f de oméga égale BI0, c'est la condition pour que oméga soit un élément de AI0. Et du coup, il existe un I0 dans grand I tel que oméga appartient à AI0. Ça veut dire oméga appartient à l'union de tous les AI. Et c'est ce qu'on voulait montrer. Donc l'union des AI, ça fait oméga. Il nous reste à vérifier que les AI sont 2 à 2 disjoints. Donc si I est différent de J, AI interagit, c'est l'ensemble vide. Supposons par l'absurde qu'il y ait un élément là-dedans. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que f de oméga, oméga appartient à AI, donc f de oméga est égal à BI, et oméga appartient à AJ, donc f de oméga égale BJ.
Et ça, c'est pas possible parce que comme I est différent de J, BI est différent de BJ, donc c'est une contradiction. F de oméga peut pas être égal à la fois à BI et BJ. On obtient F de oméga différent de F de oméga, ce qui est très compliqué pour F de oméga. Il n'a donc pas le droit d'exister. Désolé. Et donc, AI interagit, c'est l'ensemble vide. Et donc, les AI forment une partition de oméga. Fantastique. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse après ? Il faut qu'on montre que chaque AI appartient à la tribu A. Donc A, on rappelle, c'est la tribu engendrée par F. Donc ça veut dire que F, elle est mesurable de oméga A dans son ensemble d'arrivée. Ici c'est R avec du coup par défaut sa tribu des Borréliens. Pourquoi ça m'aide ? Parce que du coup, si je prends un borélien dans R, son image réciproque appartient à A. Est-ce que par hasard les AI ce ne seraient pas des images réciproques de borélien ? Si, par définition, les AI c'est F-1 de singleton BI. Et les singletons, on a parlé hier en fait, les singletons ce sont des boréliens. Donc F-1 de singleton BI, ça appartient forcément à la tribu A, puisque F elle est mesurable de oméga A dans RB de R, F-1 de BI appartient à A, c'est-à-dire AI appartient à A. F-1 de BI, c'est justement AI. Alors, maintenant, on va considérer, du coup, puisqu'on a une partition, on va l'appeler C, on a une partition C de oméga, et on va considérer l'attribut engendré par cette partition qu'on va noter A'. Donc vous savez, les attributs engendrés par les partitions, ça veut dire qu'elles contiennent toutes les unions pour un sous-ensemble de grand I. Pour J sous-ensemble de grand I, ça va être l'union pour J dans grand J, DAJ, et ça c'est les éléments de A'. Et on va donc comparer l'attribut A' engendré par les AI et l'attribut A engendré par F. Et ce qu'on va se rendre compte, c'est qu'en fait, A' et A sont égales. Alors, on a dit C, c'est la partition de oméga par les AI. A', c'est l'attribut engendré par C. Et il faut qu'on montre, dans un premier temps, que A' est inclus dans A. Alors, ce qu'on a vu, à la question 2, en fait, c'est que pour tout I, AI appartient à l'attribut A, quel que soit I dans grand I. Donc, en d'autres termes, la partition C est incluse dans A. Or, A', A c'est une tribu. C'est la tribu engendrée par F, c'est une tribu. Et taux de C, sigma de C, taux de C. Je crois qu'on dit sigma de C pour la... J'ai un doute maintenant. Il me semble que la partition engendrée, c'est sigma de C plutôt. Écoutez, on s'en fiche, on est tous d'accord, c'est la partition engendrée par C. Dans tous les cas, c'est la plus petite tribu qui contient C. Ça veut dire quoi la plus petite tribu qui contient C ? Ça veut dire que si on trouve une autre tribu qui contient C, elle est plus grande que sigma de C. Plus grande, ça veut dire, au sens de l'inclusion, ça veut dire que sigma de C est inclus dans cette tribu.
Donc sigma de C est incluse dans A, c'est-à-dire A' est incluse dans A. Et ça, c'est tout ce qu'on nous demandait pour cette question. Maintenant, il va s'agir de montrer l'inclusion réciproque, et on va faire ça en deux bouts. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande de montrer? Je remonte un peu. On nous demande de montrer que f est mesurable de oméga A' dans R B de R. Donc si je mets non pas A, mais A', l'attribut engendré par la partition à l'arrivée, sur oméga, sur l'ensemble de départ, alors f est mesurable. Alors, prenons un borélien B et essayons de calculer f-1 de B, et ce serait sympa que ça tombe dans A'. Alors, f-1 de B, c'est l'ensemble de tous les oméga dans grand oméga, tel que f de oméga appartient à B. Alors, on a dit f de oméga, c'est forcément un des BI. Donc, en fait, la question, c'est quels sont les BI qui sont inclus dans B? Parce que du coup, si on fait la liste des BI qui sont inclus dans B, f-1 de B, ça va être l'union pour ces BI-là, donc il va y avoir une partie des BI qui sont dans B, peut-être aucun, peut-être tous, je sais pas. Une partie des BI en tout cas va être dans B. Et pour ces BI-là, f-1 de B, ça va être union des f-1 de ces BI-là. Les autres valeurs de B qui sont dans B, on s'en fiche un petit peu. C'est un peu comme quand on a... Vous vous rappelez, on avait déjà fait ça avec les fonctions indicatrices. Les fonctions indicatrices, c'est des fonctions typiquement comme celles qu'on est en train d'étudier là. C'est des fonctions qui prennent deux valeurs, 1 et 0. Et ce qu'on avait vu, c'est que quand on calcule f-1 de B, la question qu'on se pose, c'est, bon, est-ce que 1 il est dans B? Est-ce que 0 il est dans B? Et on fait du coup f-1 de 5,1 et f-1 de 5,0, ou l'union des deux, ou l'ensemble vide, et c'est les seules possibilités pour f-1 de B. Là c'est pareil, sauf qu'au lieu d'avoir juste 1 et 0, on a une flopée de BI, mais c'est la même idée. Mais ça, du coup, ça c'est des AI. f-1 de BI, c'est des AI. Et d'un autre côté, ça finalement, c'est un sous-ensemble de grand I. Je peux le noter grand J, ou aller grand JB. C'est l'ensemble de tous les I dans grand I, tel que BI appartient à B. C'est un sous-ensemble de grand I, tel que f-1 de B, c'est l'union pour J dans grand J des AJ. Ou l'union pour I dans grand JB des AJ si vous préférez. Mais ça, du coup, ça c'est typiquement la forme des éléments qui sont dans A'. A', c'est l'attribut engendré par la partition AI. Donc ça veut dire que les éléments de A', c'est toutes les unions possibles des AI pour I pris dans un sous-ensemble de grand I, comme on a fait ici. Donc f-1 de B, il appartient à l'attribut engendré par la partition AI, celle qu'on a appelée A'. Donc on a montré que pour tout borélien B, f-1 de B appartient à A'. Pour tout B borélien de R, f-1 de B est un élément de A'. Autrement dit, f est une fonction mesurable de oméga A' dans R avec ses boréens.
Et maintenant, le coup de grâce. On sait que, d'un autre côté, la tribu A, c'est la plus petite tribu qui rende f mesurable. Vous vous rappelez, c'est dans la définition qu'on nous avait rappelée là. Si j'ai une tribu T telle que f est mesurable de oméga t dans, ici, l'ensemble d'arrivée, c'est R, B de R, alors sigma de f est incluse dans cette tribu T. Mais ici, on a obtenu que f était mesurable de oméga A' dans R, B de R, donc sigma de f est inclus dans A', et ça nous fait la deuxième inclusion. Donc, puisque A, c'est la tribu engendrée par F, on a, pour toute tribu T, et là je vais remettre la virgule à sa place, on, plus loin A, ça veut rien dire, on a pour toute tribu T, si F est mesurable de oméga T dans R, B de R, alors A est incluse dans T. Et on a obtenu que F est mesurable de oméga A' dans R, B de R. Donc A est inclus dans A'. C'est ça? Oui, c'est ça, c'est dans l'autre. Et du coup, avec la question 4, c'est ça? Oui, c'est 4. Avec 4, on a donc A égale A'. Donc pour une fonction qui prend un nombre fini ou dénombrable de valeurs, la tribu engendrée par cette fonction, c'est la tribu engendrée par la partition qui est donnée par l'image réciproque des singletons. Ça veut dire que pour les variables aléatoires finies ou discrètes, on va pouvoir décrire comme ça la tribu engendrée par ces variables aléatoires. Et c'est assez rare qu'on puisse déterminer la tribu engendrée par une fonction n'importe laquelle, mais bon, on voit ici que si la fonction elle prend seulement un nombre fini ou dénombrable de valeurs, en fait on va pouvoir, parce qu'on va associer ça à une partition. Et ça c'est vachement pratique, parce que je vous avais dit un peu en avant-première dans l'exercice précédent, là l'exercice 4, que sur l'indépendance, que l'indépendance des variables aléatoires, ça va être l'indépendance de leur tribu engendrée. Et du coup, si on a des variables aléatoires finies ou discrètes, leurs tribus engendrées, si elles sont indépendantes, c'est que leurs tribus engendrées sont indépendantes. Et c'est pas plus mal, du coup, si on veut déterminer l'indépendance, de pouvoir savoir qui sont les tribus engendrées. Et ce qu'on a appris là dans cet exercice, c'est que quand on a des variables aléatoires finies ou discrètes, on peut décrire la tribu engendrée. Donc c'est un peu ça la morale de cette histoire. Voilà, j'espère que c'était à peu près clair et que ça vous a plu. Et je vous remercie de votre attention.